L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho avec au cœur de l'actualité, bien sûr, vous savez, cette promesse qu'avait faite François Hollande en septembre 2012, promesse d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, donc 2013. Il reste assez peu de temps, il reste 2 mois. On a eu les chiffres du chômage du mois d'octobre, plutôt bon, moins 0,6%, moins 20 500 demandeurs d'emploi. Tout à l'heure, l'économiste Bertrand Martineau parlait de hausse tendancielle qui se ralentit. Bon, est-ce que François Hollande pourra compter justement sur ces chiffres, ou faudra-t-il patienter plus longtemps? Justement, il a tenu des propos ce matin qui demandent à être précisés. Oui, Bertrand Martineau est avec nous, décodeur de l'écho. Il est économiste spécialiste des politiques de l'emploi, auteur de Chômage, inverser la courbe avec l'Institut Montaigne. Toujours avec nous, Ben Aouda Abdedaïm, Emmanuel Le Chip de BFM Business, Bruno Jambard, c'est le directeur général adjoint de l'Institut d'études et d'opinion Opinionway. Et puis j'accueille donc, je vous l'annonçais il y a quelques instants, le député socialiste des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Germain. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Germain, spécialiste aussi, qui suit les politiques de l'emploi à l'Assemblée nationale. Il est député des Hauts-de-Seine. Alors, on va revenir, c'était dans un autre département de la région parisienne, Aubervilliers, la Seine-Saint-Denis, ce matin, avec des propos assez ambigus, inaudibles, peut-être, je ne sais pas. Vous nous direz ça dans un instant, Jean-Marc Germain, ceux du président de la République. Oui, l'inversion de la courbe du chômage. On va entendre François Hollande. C'est vraiment le marqueur de son début de quinquennat. Rappel avec Jean-Baptiste Huet pour BFM Business. En déplacement ce matin à Aubervilliers pour parler d'emploi, François Hollande lâche cette petite phrase. C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage et nous devons y travailler sans cesse et ça prendra tout le temps qui est nécessaire. Cela nous prendra tout le temps nécessaire. Les cheveux des communicants du président ont dû se dresser sur la tête. Voilà plus d'1 an que François Hollande, ses ministres, ses collaborateurs sèment à tout vent une promesse, inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. Le résultat ne se fait pas attendre, les premières dépêches tombent. François Hollande reconnaît implicitement qu'il n'inversera pas la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Branle-bas de combat, d'après certaines sources, le chef de l'État aurait appelé personnellement l'agence France Presse afin d'obtenir un rectificatif. Résultat, quelques minutes plus tard, Hollande persuadé de l'inversion de la courbe fin 2013. Bref, l'Élysée tente tant bien que mal de se rattraper à la branche. En fait, tout a commencé le 9 septembre 2012. François Hollande est invité sur le plateau de TF1. Je pense que nous devons inverser la courbe du chômage à échéance de d'ici 1 an. Depuis, sur les scènes du monde entier, devant tous les médias, il a martelé sans relâche son message. Et c'est ma première volonté de faire en sorte qu'il y ait cette inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année. Je maintiens l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Et c'est pourquoi je me suis engagé personnellement, certains ont dit même hâtivement, pour ne pas dire imprudemment, sur l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Je m'y tiens. Mais les faits sont têtus. Lorsque l'on regarde la courbe du chômage entre octobre 2012 et septembre 2013, où sont comptabilisés les chômeurs n'ayant aucune activité en France métropolitaine, celle justement sur laquelle se base François Hollande, on observe une progression pratiquement constante. Mais il reste une interrogation. À partir de combien de mois successifs de baisse du chômage pourra-t-on dire que le chef de l'État a gagné son pari? Faudra-t-il 2, 3, 4 mois? En tout cas, ce soir, il ajoute une pierre à son édifice, puisque le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire n'ayant aucune activité, est en baisse pour le mois dernier de moins 0,6%. Voilà donc Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business et François Hollande, donc quasiment instantanément après la révélation de ces chiffres ce soir, un peu après 18h. Les chiffres du chômage confirment que la bataille pour l'emploi peut être gagnée, disait donc le président de la République. Oui, Jean-Marc Germain quand même, les propos ce matin. 10h27, il dit bon, on va peut-être prendre notre temps. 11h10, ah non, attendez, je confirme bien l'objectif donc d'inversion de la courbe d'ici la fin de l'année. Vous avez compris un petit peu? Parce que ça fait un peu désordre quand même. Je crois que les choses sont assez simples. C'est qu'il s'agit non seulement d'inverser la courbe du chômage,
mais ensuite de faire baisser le chômage durablement. Et il a voulu dire ce matin que le combat n'allait pas s'arrêter aux chiffres d'aujourd'hui, et je crois que c'est très important. Moi, j'ai toujours été de ceux qui défendaient l'idée de fixer un objectif. Non pas que le chef de l'État sera un prévisionniste, c'est pas son travail, mais qui disent je veux mobiliser le pays, à la fois bien sûr ses ministres, et au premier rang desquels Michel Sapin, mais aussi les entreprises, mais aussi les associations, et au fond toute la société derrière cet objectif. Ça me paraît de son ressort. Alors là, en plus, il y parvient, donc tant mieux. Mais encore une fois, le chômage n'a pas disparu aujourd'hui parce qu'il y a 10 000 chômeurs en moins. Simplement, on voit bien que ça s'arrange. Il y avait 30 000 chômeurs en plus sur le premier trimestre, 33 000 exactement, 18 000 sur le second, 5 500 sur le troisième. Et là, sur les 3 derniers mois, parce que moi, je regarde plutôt sur 3 mois, c'est plus fiable, on est à moins 3 000. Donc ça commence un peu à baisser, mais encore une fois... Et sur un an, on est à plus... Moi, j'ai compris ça ce matin. Bon, je crois qu'il faut regarder le fond des choses et pas s'arrêter à la façon de les exprimer. C'est un pari très politique quand même d'avoir dit allez, je maintiens, je confirme régulièrement au cours de ces discours la baisse du chômage d'ici, l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation un petit peu de cette donnée, de cette courbe du chômage? Non, parce qu'il y a une stratégie derrière. Il y a une stratégie européenne. Passer de l'austérité à la croissance avec des succès et des échecs. Par exemple, le budget européen est insuffisant. En revanche, il y a eu quand même un changement de tonalité et on voit bien qu'il y a des coalitions qui se font encore récemment avec les Espagnols, les socialistes allemands qui arrivent à négocier avec Merkel pour qu'il y ait un peu plus de demande intérieure. Il y a une stratégie nationale qui est une politique industrielle, le crédit d'impôt compétitivité emploi, la banque publique d'investissement. Tout ça, ça prend du temps, mais c'est en train les emplois de changer aidés. Un peu les mains. Et puis les emplois aidés, j'allais y venir. Est-ce que c'est pas un peu artificiel quand même, Jean-Marc Germain? Si, c'est totalement artificiel, mais nous assumons totalement que quand il n'y a pas d'emploi privé, parce que c'est ça le but à terme, et tout le monde partage ça, les emplois privés sont les seuls emplois durables, mais en attendant que ça fasse son effet, eh bien nous, à gauche, nous acceptons qu'il y ait des emplois aidés, et dès lors que les emplois privés prendront le relais, nous baisserons peu à peu, et dans le temps, les emplois aidés. Bertrand Martineau, dans votre livre, lorsque vous dites les effets d'annonce, les effets marketing, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, vous mettez dedans les emplois aidés, les emplois artificiels, entre guillemets? Je mets dedans tous les dispositifs qui ont pu être faits ces 20-30 dernières années, effectivement, alors d'une ampleur plus ou moins importante. C'est vrai que là, on met particulièrement l'accent sur les emplois aidés, mais la vérité oblige à dire que ça fait quand même, depuis les années 80-90, qu'on a recours à ces emplois aidés non marchands. Et on dit souvent que les politiques de l'emploi ne sont pas évaluées. C'est partiellement faux. Elles sont plutôt bien évaluées. Le problème, c'est que les évaluations sur les contrats aidés sont très connues. Elles sont toutes très négatives. Enfin, les contrats aidés non marchands. Le problème, c'est qu'on ne tient pas compte de ces évaluations. Oui, parce que ce que rappelait tout à l'heure Ben Aouda Abdelhaim nous disait il y a 5 minutes, le retour à l'emploi ou l'insertion dans l'emploi, finalement, elle est plus faible lorsqu'on sort d'un emploi aidé que quand on sort d'un... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est plus faible, disons qu'elle est identique. Mais entre-temps, on a mis quand même un paquet d'argent public dedans. Je voudrais juste, sur les emplois aidés non marchands et le chômage, il y a un point, le problème, il y a un problème budgétaire quand même aussi dans cette affaire. C'est que ça coûte très cher parce que si vous voulez faire baisser un peu le chômage avec les emplois aidés, il ne faut pas faire beaucoup d'emplois aidés. Il faut faire plus d'emplois aidés que l'année précédente. Donc c'est un peu une machine infernale, si vous voulez. C'est la variation du nombre d'emplois aidés qui impacte les chiffres du chômage. Vous voyez, il faut passer de... par exemple, cette année, on va en faire, admettons, 500 000. Bah, si vous voulez que l'année prochaine, ça ait encore un petit impact sur le chômage, il va falloir en faire plus que 500 000. C'est le cas. L'année d'après, 600 000. Enfin, vous voyez, les contrats d'avenir, il y en a à peu près 150 000 qui sont... Mais comment on débranche? Ah oui. Jean-Marc Germain, député socialiste. Comment on débranche, j'y ai répondu. Tout le but, c'est que la croissance prenne le relais, donc que les entreprises françaises réussissent sur les produits qu'elles vendent. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire, mais ça prend du temps. Et je veux revenir quand même sur cette question des emplois aidés parce qu'elle est très importante. Ce que disent les différents rapports, c'est pas qu'aucun emploi aidé ne marche, c'est qu'il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Et notamment, il y a 2 choses qui ont marché dans l'histoire. L'alternance, l'apprentissage. Là, les taux d'insertion sont meilleurs que quand on n'a pas eu de contrat en alternance. Le problème, c'est que l'alternance est très liée à la croissance. C'est-à-dire que les PME, notamment, pour prendre des apprentis, il faut qu'elles aient des commandes. Et puis, l'autre chose qu'on oublie, c'est les emplois, comme les emplois jeunes hier et comme les emplois d'avenir aujourd'hui. Et c'est de ça que s'est inspiré Michel Sapin. Au fond, il a essayé de mêler le plus des emplois jeunes et le plus de l'apprentissage. C'est la durée. Et là, c'est des emplois de 3 ans. C'est le fait que c'est un vrai salaire, c'est du SMIC et c'est du temps plein, et c'est le fait qu'il y ait une formation qualifiante. Et au fond,
et c'est ça qui est très intéressant, ces emplois d'avenir, c'est quoi ? C'est des emplois de jardiniers dans les collectivités locales, c'est des emplois d'aides-soignants, des emplois très très classiques qui ont vocation à prendre la place de départ en retraite qui auront lieu dans 3 ans et donc qui s'inséreront très bien dans des emplois existants, qui créent un volume, c'est vrai, supplémentaire artificiel, qui fait baisser le chômage et qui enclenche, et c'est tout ça le pari de François Hollande et moi auquel je crois profondément, c'est que si on arrive à amorcer cette baisse du chômage, non seulement ça règle des problèmes pour les jeunes issus des quartiers en difficulté ou sans qualification, mais ça enclenche aussi une dynamique. Et en 97, vous savez, on était dans une situation moins pire qu'aujourd'hui, mais sans croissance et avec des déficits élevés. Et au fond, ce qui a lancé les choses, c'est cette inversion de la courbe du chômage des jeunes qui a redonné de la confiance aux familles et qui a créé un cercle vertueux de consommation, de marché pour les entreprises et ensuite d'emploi privé. C'est ce qu'on essaie de faire. Emmanuel Le Chypre. Alors, sauf qu'on n'est pas dans le même contexte et je crois qu'il ne faut pas espérer le retour de la croissance puisque même on dit toujours il n'y aura pas de création d'emplois au-delà de 1,5, en dessous de 1,5% de croissance et même le gouvernement prévoit 0,9. Donc moi j'avais une question qui était de dire, bon, espérer qu'il y aura plus de croissance, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu considérable à essayer d'enrichir le contenu de la croissance en emploi, c'est-à-dire d'abaisser le seuil à partir duquel on est capable de créer des emplois. Alors il y a eu la réforme qu'ont signé les partenaires sociaux sur un peu plus de flexi-sécurité sur le marché du travail, mais qu'est-ce qui est prévu pour aller encore plus loin dans le sens de cet enrichissement de la croissance en emploi ? Mais moi, je pense que le gros problème de la France aujourd'hui, c'est la compétitivité. Et la compétitivité, pour moi, c'est pas la baisse du coût du travail, parce qu'il faudrait y passer tous les moyens publics. C'est la recherche, c'est l'innovation et c'est la formation. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On l'a fait sur les moyens pour la recherche et l'innovation. Il y a une grande réforme de la formation professionnelle qui est en cours et j'espère qu'elle sera très forte. Mais c'est là où ça se joue, c'est ce qu'on est en train de faire et ça prend du temps. Mais vous qui êtes un économiste qui suivez attentivement la conjoncture, vous savez d'abord que ces 0,9% sont plombés par le fait qu'au 3e trimestre, il y a moins 0,1 et que ça va jouer sur toute l'année, mais qu'en réalité, dès ce trimestre-là, on aura de l'ordre de 0,4 ou 0,5% de croissance, c'est-à-dire 2% en rythme annuel. Mais vous savez, moi, j'ai appris une chose, je suis aussi conjoncturiste. Les chiffres du chômage, en réalité, sont aussi un bon indicateur de la conjoncture économique. Et on voit bien, et je le vois aussi dans ma circonscription, que depuis quelques semaines, tout le monde nous dit, j'étais encore sur les marchés dimanche, même les commerçants sur le marché, on sent un petit frémissement. Et je crois que ce chiffre du chômage, au-delà de la baisse du chômage, c'est aussi le signe que tout le monde est en train de voir qu'il y a de la croissance en France. Et on n'est pas les seuls, d'ailleurs. Aux États-Unis, ça repart, au Royaume-Uni, en Allemagne. Et donc, il y a... Je crois vraiment un mouvement qui est en train de s'enclencher et que tous les chefs d'entreprise décèlent en ce moment. Oui, il y a vraiment un mouvement. Tiens, Bertrand Martineau et ensuite Ben Aoud Abdelhaim, un mouvement à l'international, enfin à l'échelle européenne. On est dans une situation conjoncturelle qui est sans doute moins difficile qu'au début de l'année. La question c'est, mettons les choses au mieux. C'est-à-dire qu'une croissance repart, admettons qu'elle soit de 0,4, 0,5 points par trimestre, par exemple. Donc croissance qui n'est pas celle des années 97, 98, 2000, mais qui est quand même substantielle. Le chômage va diminuer un peu. Et puis, très rapidement, comme c'est toujours le cas depuis 30 ans, il va buter sur 9, 8,5%, 9%. Il n'y a aucune raison, à politique inchangée, il n'y a aucune raison qu'on arrive finalement à crever ce plancher qui est assez désespérant quand même depuis de nombreuses années. Donc je pense que la croissance est une condition nécessaire, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre aussi à créer de l'emploi en croissance faible, c'est-à-dire enrichir le contenu de la croissance en emploi. Et là, je pense qu'il y a des exemples de pays étrangers qui ont fait des réformes beaucoup plus profondes que nous et qui ont réussi finalement à peu près à le faire. Ben Aoud Abdelhaim. Il y a une autre question qui se pose, jusqu'à quand la jeunesse va patienter parce qu'on parle, et vous avez effectivement parlé de ces contrats aidés, il y a l'association pour faciliter l'emploi des jeunes qui a révélé sa 5e enquête annuelle. Et les données sont corroborées par l'association pour l'emploi des cadres, qui dit que 47% des jeunes diplômés de 2012 sont sans emploi un an après. Et ça ne fait qu'augmenter. Vous vous dites que si ces jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas d'emploi? Et jusqu'à quand de diplôme, excusez-moi. Jusqu'à quand cette jeunesse va patienter? Mais là, on n'a pas détaillé les chiffres du chômage, mais il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est le 6e mois de baisse et maintenant accélérée du chômage des jeunes. Donc l'analyse de François Hollande, ça avait été de dire d'ailleurs que c'est par là qu'il faut commencer pour redresser le chômage et ça a été d'ailleurs l'idée des emplois d'avenir en disant on va commencer
par ceux qui n'ont aucune chance quand tout va mal de trouver du travail, c'est ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification. Donc ce que vous dites est très juste, mais là pour le coup, on a des résultats très visible et très fort et très rapide, ce qui n'enlève rien de la difficulté que vous soulevez, parce que les grandes difficultés que crée cette crise, c'est sa durée. C'est depuis 2008, on est en croissance très faible. Les entreprises, et là vous avez raison de dire qu'on n'est pas dans la même situation que 97. En 97, les entreprises allaient bien. Et c'est pour ça qu'on a pu faire les 35 heures sans dégrader leur compétitivité, parce qu'elles avaient des autofinancements très, très, très forts. Par contre, elles avaient besoin de commandes, et donc en créant des emplois, on a pu alimenter la machine. Aujourd'hui, on n'était pas là-dedans. Et c'est pour ça que quand vous dites il faut bien arriver à créer structurellement des emplois, l'analyse qu'on fait économique, c'est de dire que l'enjeu essentiel en ce moment, c'est pour ça y compris qu'on a des difficultés du côté des impôts, parce qu'il faut financer ça, ça se joue sur la compétitivité au sens investir massivement dans la recherche, l'innovation et la formation. Et moi, j'ai des débats avec le gouvernement sur le crédit d'impôt compétitivité emploi, parce que je pense qu'il faut absolument arriver à ce que cet argent aille vraiment sur la recherche et l'innovation. Je cite souvent ce chiffre. Aujourd'hui, on a à peu près 2% du PIB qui va dans notre pays à la recherche, notamment utile à l'économie. Si on met tout cet argent sur la recherche, on passe de 2% à 3%. On passe du 15e rang européen au 3e rang européen en matière d'innovation. Et c'est là que notre économie réussira. Et donc je pense que c'est un enjeu des mois à venir. Et je me réjouis que le Premier ministre ait annoncé une grande réforme fiscale, parce que cette question sera sur la table. Bon, alors on y revient dans un instant. Emmanuel Le Chypre, toujours avec Jean-Marc Germain, député socialiste. Bruno Jambard, vous aurez la parole aussi, Opinionway. Ils sont décodeurs de l'écho avec Benaoud Abdelhaim, avec l'économiste Bertrand Martineau. À tout de suite. Et je reviendrai avec vos remarques sur Twitter, notamment ce Parisien qui interpelle le député Jean-Marc Germain. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Ce soir à 22h sur BFM Business. Dans World Challenge, vous allez partir à la découverte de personnes et d'idées originales. Vous découvrirez comment, avec peu de moyens mais beaucoup d'enthousiasme et de savoir-faire, on parvient à améliorer la situation de sa communauté, la qualité de son environnement. Comment une bonne idée peut changer la vie durablement. Dans cet épisode de World Challenge, nous vous présentons 3 projets dans 3 pays. En Indonésie, 12 millions de personnes vivent des marchés traditionnels. Le mauvais entretien de ces marchés, où l'on... BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, les décodeurs de l'écho, encore pendant quelques minutes autour de la promesse de François Hollande d'inverser la courbe du chômage. Moins 0,6%, baisse donc du chômage au mois d'octobre. 20 500 demandeurs d'emploi en moins. Voilà ce qui a fait sourire, enfin en tout cas ce qui a plu au gouvernement, à la majorité, et avec nous notamment Jean-Marc Germain, député socialiste du département des Hauts-de-Seine. Cette remarque de ce Parisien qui s'étiquette libéral sur Twitter, lorsque vous dites, Jean-Marc Germain, il y a un instant, nous assumons que les emplois aidés soient artificiels. Non, nous dit-il, ce sont les contribuables qui assument. Les emplois aidés sont-ils de vrais emplois, nous demande-t-il? Et si les emplois aidés sont des emplois classiques utiles, pourquoi ne sont-ils pas marchands? Qu'est-ce que vous répondez? Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose que nous refusons, c'est de baisser les bras quand on constate qu'il n'y a pas d'emploi dans le privé. Moi, vous savez, quand j'ai ce genre de débat, je demande souvent à mon interlocuteur, et donc je le demande par votre intermédiaire à celui qui a rédigé ce tweet. Vous pourrez échanger par tweet. S'il y avait une seule raison pour laquelle vous accepteriez de payer de l'impôt, je crois vraiment que c'est pour que votre fille ou votre fils puisse avoir du travail. En tout cas, il y a vraiment cette volonté-là. Alors après, on peut avoir des grands débats économiques ou pas, mais moi, quand j'ai fait un rapport d'évaluation sur les emplois d'avenir, j'ai fait le tour de France et je suis allé rencontrer les jeunes qui avaient eu ces emplois. Et tous avaient le sourire, c'était un peu la question qu'on se posait, en disant, pour la première fois de notre vie, on nous a fait confiance. Nos employeurs nous traitent comme des salariés, comme les autres. On a un vrai salaire,
On pense à trouver un appart pour vivre avec notre copine, à trouver un moyen de transport, à s'acheter une mobilette, etc. Ils sont en train de construire leur vie. Le regard de l'employeur a changé sur eux. Donc je crois vraiment que dans les impôts, il y a ce consentement à payer pour les emplois, à condition, ça renvoie à ce que vous disiez, c'est que ça serve à quelque chose. Parce que par exemple, les TUC ou les contrats emploi solidarité, la Cour des comptes avait fait des études en disant si vous avez un TUC ou un CES sur votre ligne de CV, c'est pire que si vous n'en aviez pas. Mais là, on n'est pas du tout dans cette situation parce qu'encore une fois, on a voulu des vrais emplois. On va revenir sur la réforme fiscale. Remarque également de Damien de Paris 15e qui nous dit, oui, le député, comment il sent la baisse du chômage en se baladant sur les marchés ? Le député, j'en parlais justement de mes marchés, il sent... D'abord, il faut savoir que le chômage, ça concerne 4 millions de personnes et le député, il en rencontre 60 millions, si je puis dire, au niveau national. Donc les gens sont préoccupés par la question du chômage, beaucoup par la peur du chômage, mais aussi par la question du pouvoir d'achat, de la souffrance au travail, etc. Donc le député, il sent plutôt les entreprises, les commerçants, et il sent ce frémissement-là. Évidemment, les gens ne nous disent pas « bravo, vous avez réussi ». Ils ne nous disent pas non plus, contrairement à ce qu'il y a dans le débat un peu public entre nous, ils ne nous disent pas du tout « c'est une erreur de vouloir vous concentrer dans la lutte contre le chômage ». Ils pensaient qu'on n'allait pas y arriver. J'espère qu'ils vont être convaincus dans les mois qui viennent. J'avais senti très fortement au mois de septembre qu'il y avait un espoir qui était en train de naître, parce qu'il y avait eu des bons chiffres de croissance, parce qu'il y avait 0,5 du mois d'août, la courbe du chômage qui s'était inversée, parce que vous, les médias, vous commentiez ça, et donc les gens sur les marchés me disaient, tiens, peut-être que ça va marcher. Puis là, il y a eu ce mauvais chiffre de croissance au 3e trimestre, et il y a eu un peu espèce de soufflet qui retombait. Donc les gens sont quand même très attentifs à ce qui se passe. Oui, Bruno Jambard, l'opinion publique, les marchés, entre guillemets, bien sûr, les marchés là où on achète ses poireaux, son poisson, pas les marchés financiers, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent là aujourd'hui, là, en cette fin novembre? Bon, ils y croient, l'inversion de la courbe ou pas? Non, ils sont très sceptiques, mais c'est normal. Je pense que le chômage, c'est quelque chose qui touche la société française depuis 40 ans maintenant. Donc je crois que ce qui est profondément ancré dans l'opinion publique pour l'instant, c'est que les politiques n'y arrivent pas, ne sont pas efficaces pour lutter contre le chômage, qu'ils soient de droite ou de gauche, et que ce gouvernement n'y arrive pas plus que les autres. Et du coup, c'est ce qui explique aussi, je crois que les insatisfactions, elles aient porté sur d'autres sujets depuis quelques mois. C'est parce que dans le fond, sur le chômage, pour l'instant, on est face à une opinion qui pense que quoi qu'il arrive, ça ira plus mal. Alors, le gouvernement réussira peut-être à inverser cette tendance. Je pense qu'il peut y arriver, mais c'est long, ce sera long. C'est pour ça qu'il faudra probablement plusieurs mois et une vraie diminution pour réussir à les convaincre. Mais c'est vrai que c'est très largement le scepticisme qui domine. Emmanuel Le Chypre, cette réforme fiscale donc lancée lundi par Jean-Marc Ayrault, qui a commencé à rencontrer les partenaires sociaux, les partis politiques. Ensuite, ça va se continuer donc cette fin de semaine et la semaine prochaine. En quoi cette réforme fiscale, elle peut être utile pour la politique de l'emploi? Dès l'instant où on va revoir un petit peu tous les paramètres de la politique fiscale, si on revoit ce qui relève de l'impôt sur les sociétés, si on revoit ce qui relève de l'impôt sur le capital, si on décide de monter l'un, de baisser l'autre, je pense notamment au levier de la TVA par exemple, et si on utilisait un peu plus de TVA, il y a des pays très sociodémocrates comme la Suède qui ont un taux de TVA beaucoup plus élevé que le nôtre. Bon ça peut donner des leviers pour faire baisser l'impôt sur les sociétés, pour faire baisser les charges, pour redonner de l'argent aux entreprises qui d'une façon ou d'une autre se retrouvera dans l'emploi. Oui, justement, Bertrand Martineau, dans votre livre Chômage, inverser la courbe, vous citez des exemples internationaux, vous évaluez des politiques, leurs succès, leurs échecs. Ça serait quoi le bon exemple facilement importable en France, alors fiscalement ou pas, mais au service de l'emploi? Il n'y a aucun exemple qui est transférable tel quel d'un modèle étranger vers un modèle français. Je crois qu'il faut s'inspirer de tout ce qui a pu être fait, d'échecs ou de succès des autres pays. En politique de l'emploi, il y aurait beaucoup à dire, donc davantage accompagner les gens et moins multiplier les petits dispositifs de type contrat aidé. Tous les pays qui ont réussi ont réformé profondément leur assurance chômage.
Et je pense que quand même il y a un énorme sujet sur l'assurance chômage. Et il va falloir un jour que la France s'attaque au sujet et pas simplement laisser les partenaires sociaux discuter entre eux, mais donner des lignes directrices sur ce qu'il faut faire sur l'assurance chômage. Et en matière d'assouplissement du droit du travail et de place du dialogue social, là aussi il y a des exemples étrangers qui peuvent nous inspirer, mais il n'y a pas de recettes miracles qui peuvent être importées telles quelles. On va pas, le dialogue social en France ne sera jamais sur le mode allemand. En revanche, on peut quand même raisonnablement beaucoup plus progresser dans le dialogue social dans l'entreprise, au niveau des branches professionnelles qui sont quand même souvent moribondes, et puis même au niveau interprofessionnel, il y aurait des progrès à faire. Très bien, merci à tous. Voilà, donc c'est fini pour les décodeurs de l'écho ce soir autour de l'inversion de la courbe du chômage, un sujet évidemment sur lequel on reviendra sur BFM Business le soir entre 19h et 20h30. Hein, et puis rediffusion tout à l'heure à 23h30. Donc je rappelle, hein, Bertrand Martineau, chômage, inverser la courbe, c'est avec l'Institut Montaigne. Merci beaucoup. Merci Benaouda Abdedaïm, éditorialiste à BFM Business. Emmanuel, merci beaucoup. On se retrouvera tous les deux lundi soir pour les décodeurs de l'écho. Mais entre-temps, avec Emmanuel Le Chip, samedi à 8h à la radio sur BFM Business pour Good Morning Weekend. Bruno Jambard, l'un des habitués de Good Morning Weekend, c'est le directeur général adjoint d'Opinion Web. Puis je remercie Jean-Marc Germain, député socialiste des Hauts-de-Seine, qui fait les marchés, peut-être à Cannes, je ne sais pas. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Germain. Très bonne soirée à tous, bonne nuit, à très bientôt. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Les décodeurs